Si vous vous intéressez à votre club ou à votre sélection, vous ne pouvez pas être enfermé dans un bureau ou dans un objectif personnel sans savoir ce qui se passe en bas. Ahmed Ama, deuxième prénom Mohamed, né en 79, donc 42 ans. Je suis père de 4 enfants et puis je suis entraîneur, enfin je l'ai été jusqu'à décembre 2021. Voilà, sinon je suis responsable du recrutement au DFCO à Dijon, un club de Ligue 2. Donc voilà, globalement, voilà. Je vis du foot, on va dire. Oui, alors je suis né en 79 à Alger. J'ai encore toutes mes attaches à Alger, puisque j'ai mes parents qui y vivent encore. J'ai mes frères aussi qui y sont. Donc je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Donc j'ai fait mes 10 premières années en Algérie, puis le début de ma scolarité à Alger. Et puis on est arrivé ici avec mes grands-parents dans les années 90. Donc début des années 90. Et donc du coup voilà, c'était un parcours un peu difficile, comme pour tout Algérien qui vit en France. Donc voilà, de famille en famille, au début il n'y a pas une vraie stabilité. D'ailleurs j'ai pas pu trouver de stabilité avant l'âge de 18-19 ans. Donc voilà, donc c'était un parcours scolaire assez difficile aussi, parce que quand on vient d'Algérie, c'est un petit peu compliqué, on vous intègre pas forcément, surtout ces années-là, c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc du coup j'ai vécu avec mes grands-parents jusqu'à 24 ans, et puis après je me suis marié à 25 ans. Et puis voilà, puis j'ai toujours gardé mes liens avec l'Algérie, que j'ai pas coupé. Chaque année il y a une visite chez la famille, obligatoire. Bon, mis à part ces dernières années avec le Covid. Mais sinon, à mon arrivée ici, c'était voilà, il y avait un projet scolaire, un projet social. Bon, le projet scolaire n'a pas trop fonctionné, le projet social plutôt bien. Mais il a mis du temps, parce que il fallait s'adapter, il fallait rentrer dans cette société qui n'accepte pas forcément, surtout quand on est algérien, c'est un peu particulier. Donc voilà, très très fier de ce parcours social, et qui m'a emmené jusqu'à obtenir mon DES, qui est l'équivalent d'un bac plus 3 ou plus 4. Donc voilà. Ma première année, quand j'arrive, en fait, je fais tout pour repartir, en fait. Je fais tout pour repartir parce que, en fait, je suis parti en laissant quand même mes 6 frères là-bas. On est 7 frères en tout, et j'ai laissé mes 6 frères là-bas. Donc j'ai laissé aussi mes parents, même si depuis ma naissance j'ai vécu avec mes grands-parents, et je leur en serai toujours reconnaissant, paix à leur âme, tous les deux, qui sont décédés. Ils m'ont tout donné, ils ont essayé du moins de tout me donner, des moyens très restreints, mais vraiment très restreints. On a vécu, je dirais, très en dessous du seuil de pauvreté. Mais pour moi c'était quelque chose, c'était une force en fait. C'était une force, c'était un trait de caractère qui allait se développer de plus en plus, et qui m'a servi pour la suite. Mais c'est vrai que dans les premières années c'était très difficile. Jusqu'à 1995, entre 90 et 95, c'était compliqué. Je suis redescendu en Algérie en 92. J'ai tout fait pour que mon père cache mon passeport pour pas que je reparte avec mes grands-parents.
D'ailleurs, mon père voulait aussi que je reste, mais au final, il a compris que mon intérêt c'était de repartir. J'avais perdu un de mes oncles en Algérie en 90, qui a été un traumatisme énorme pour moi, pour mes grands-parents, parce que c'était leur plus jeune fils. Mon père, c'était un de leurs aînés. Et du coup, ce décès-là fait pas mal de dégâts sur le plan psychologique. Et du coup, je suis redescendu en 92 et je voulais rester. Donc j'ai tout fait pour rester. Et puis on est remonté en France. Et puis de 92, 93 jusqu'à 98, j'ai pas revu mes frères. Donc c'était long. C'était vraiment long. Et puis il n'y avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. C'est-à-dire les réseaux sociaux, une communication assez facile. Donc voilà, je suis redescendu en 98, l'Algérie avait beaucoup changé, les événements commençaient à se dissiper au fur et à mesure. Mais on va dire entre 90 et 93, j'ai vécu quand même une partie de mon enfance aussi en Algérie et les événements qui se sont passés. Par un concours de circonstances, je vais pas dire hasard, mais un accident en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Algérie, j'ai débuté le football à l'âge de 6 ans. J'ai joué dans un club à Alger. De fil en aiguille, quand je suis arrivé ici en France, on ne savait pas s'il fallait aller dans un club. Enfin, il y a pas toutes les facilités d'aujourd'hui en fait. Donc du coup, puis il y avait l'histoire aussi des papiers aussi. C'était aussi assez compliqué. Donc bon, j'ai eu la chance de débuter dans un petit club ici en France. Mais par contre, j'ai pas eu je me suis pas dit, voilà, plus tard, peut-être dans 10, 15 ans, je vais devenir entraîneur. C'est pas du tout le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement pour moi, entre 97 et 2003, j'ai eu énormément de blessures. Comme tu le sais, je me suis fait opérer énormément de fois. J'ai eu une courte expérience à l'USMA en 2080, ouais, 2000, ouais, c'est ça, 2000. J'avais fait un essai au mois de mai de 2 semaines. Et puis le staff en place, c'était Nordine Sardi et Qassem Salim, son préparateur physique. Ils avaient validé mes 2 semaines. Donc je suis revenu au mois d'août. J'ai commencé la préparation avec le club. Et ça se passait bien. Et puis bon, il y a eu un problème avec le directeur sportif de l'époque, qui est parti au CRB après. Et du coup, ça s'est pas fait. Finalement, le coach m'avait envoyé vers l'OAMR, Ruisseau, à l'époque, qui était coaché par le cheikh Ramdani, qui était un ancien entraîneur de la GSK, entre autres, et qui a bien aimé mon profil, et j'ai failli signer à l'OAMR. Et puis, à cette époque-là, j'étais jeune, pas conseillé, donc je me suis dit, c'est que je vais en Algérie pour une D2, autant rester en France. Je pense que j'ai pas eu la bonne réflexion. Et donc du coup, je suis rentré en France. Et quand je suis rentré en France, j'ai repris le foot en fait. J'ai continué de jouer. Parce que pour moi, c'était plus une passion. Notre génération à nous, le football, c'était pas comme maintenant. On avait absolument envie de faire carrière. C'est qu'on jouait surtout par plaisir et par passion. Et du coup, la dernière opération, c'était la 7e. Là, j'ai eu une discussion avec mon chirurgien à l'époque et qui me disait qu'il fallait absolument que j'arrête. Donc j'ai arrêté à 25 ans. Voilà, 25 ans, j'ai arrêté. J'ai une prothèse du genou, côté droit. J'ai des genoux qui sont très abîmés. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours d'entraîneur, parce qu'en fait, je me blesse à 3 journées de la fin. On est en train de jouer une montée, je suis capitaine. J'étais vraiment le relais du coach sur le terrain. Et malheureusement, on a loupé la montée juste après ma blessure. On avait une équipe très jeune. Et en fait, le coach, sur mon lit d'hôpital, quelques jours après, il m'a demandé d'être son adjoint. Mais je savais pas de quoi, adjoint, moi je savais pas, je connaissais pas le métier. Donc du coup j'ai commencé avec lui, il m'a mis le pied à l'étrier, j'ai commencé avec lui, et puis de fil en aiguille j'ai commencé à passer mes diplômes.
Et sincèrement, pour rien te cacher, je pensais que ça allait. J'allais pas aller loin en fait. J'allais faire ça juste pour dépanner. Et puis finalement, jusqu'à aujourd'hui, avec tous ces diplômes qui se sont enchaînés les uns après les autres. En fait, moi j'ai très vite compris qu'en France, on n'allait pas me donner des nationaux. Faut être honnête. À la période, je te parle des années 2010, des entraîneurs maghrébins sur des équipes de nationales, il n'y en avait pas. Il y en avait très très peu. Donc bah, clairement, je me suis dit, la réflexion que j'ai eu à avoir, c'est de me dire, tu veux des nationaux, ben, travaille et c'est toi qui dois les emmener. Et j'ai eu la chance, avec mon staff et les joueurs, de pouvoir faire 3 montées avec des clubs différents. Et comme tu le sais bien, monter de ligue à nationale en France, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, il faut que tu finisses premier et il faut que tu finisses dans les 12 meilleurs en France, sur les 21 ligues qu'il y avait à l'époque. Et c'était un classement qui était très dur pour les équipes parisiennes. Donc du coup, j'ai réussi cet exploit 3 fois. Et c'était le seul, pour moi, c'était le seul objectif que j'avais. Parce que je me suis dit, c'est ce qui va peut-être m'ouvrir des portes pour au-dessus. Même si je ne me faisais pas d'illusions, parce que je savais très bien que ça allait être difficile. Et il va falloir continuer encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de continuer à prouver. C'est ça, tu faisais le parallèle avec Bobigny. Bobigny, quand j'arrive, de tous les pseudo-spécialistes du football national, c'est un coach qui sort des catégories jeunes, ça va être difficile, ça va être compliqué. Et puis on a vu pendant 2 ans et demi, c'est pas que c'était pas compliqué, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais sur le plan des résultats, je pense qu'on a assumé notre côté peut-être novice pour les gens. Moi j'estime que quand on est en 19 et quand on monte en senior avec les groupes que nous on a eu, pour moi c'est le même travail, c'est le même métier. Voilà, c'est le même métier. Quand tu fais de la post-formation, c'est que tu la fasses en 19 ou que tu la fasses en début senior, pour moi c'est pareil. Et Dieu merci, grâce à Dieu, on a eu des résultats partout où on est passé. Bah, c'est pas difficile d'en parler parce que je serais pas objectif. Parce que peut-être que, bah, même si je pense que vous me connaissez bien et que je dis toujours les choses comme je le pense, mais c'est une relation différente. C'est même pas, je peux même pas vous dire que c'est un adjoint. C'est pas un adjoint. C'est mon frère. C'est quelqu'un qui me comprend. C'est quelqu'un qui sait ce que je pense à l'instant T. Il sait ce que j'ai besoin. Il sait comment m'accompagner. Voilà, parce que c'est important. Le rôle de l'adjoint, il est hyper important. Mais ma relation avec lui, elle va au-delà du fait du terrain. C'est quelqu'un qui a plus d'importance dans ma vie de tous les jours que le terrain. C'est mon frère et j'en ai pas 6, j'en ai 7. Écoute, moi je jouais milieu de terrain, j'étais plutôt un joueur élégant. J'aimais les beaux gestes, j'aimais les belles actions, j'aimais le jeu collectif. C'est ce que j'ai essayé de transposer à mes joueurs. Voilà. Dans tous les clubs où on a regardé un petit peu tout à l'heure les stats, un peu les clubs par lesquels je suis passé, même au niveau national, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Malgré qu'il y avait le PSG, le Havre, Lens, Lille, toutes ces belles camps, toutes ces belles équipes, tous ces beaux centres de formation, ça a toujours été spectaculaire. J'ai toujours eu des équipes qui produisaient du jeu, qui essayaient de jouer, qui étaient assez verticales. Alors, je dis pas qu'on faisait du Barça, hein, parce que pour faire du Barça, il faut du temps, il faut les joueurs, il faut toute une éducation, tout un processus. Non, mais j'avais une équipe qui était très agréable pour les gens. Et j'ai toujours gardé cette philosophie, en fait. Même en arrivant à Bobigny,
pour moi, c'était aussi ça, c'était donner du plaisir aux gens qui viennent au stade. Après, le résultat, il est dissocié de votre façon de jouer. D'accord? Vous devez jouer pour ne pas oublier qu'il y a des gens qui attendent toute la semaine pour venir voir un match le week-end. Donc, leur plaisir, il est peut-être là. Vous allez avoir des fois peut-être des familles qui ont peut-être leur fils qui est dans l'équipe et qui attendent le match toute la semaine. Vous avez peut-être quelqu'un de la ville qui vit au rythme du club. Donc il va venir et qui attend que ça. Donc on se doit, nous acteurs, de pouvoir leur donner quelque chose qui est agréable. Sur l'aspect technique, sur l'aspect tactique, sur l'aspect humain aussi, sur l'humilité, sur toutes les valeurs qui peuvent faire une équipe. Donc voilà, donc pour moi, le football, c'est comme ça que je le conçois. Je le conçois comme ça et je veux que mes équipes, elles jouent comme ça. Je veux qu'elles soient protagonistes, je veux qu'elles soient... c'est des équipes qui ne subissent pas. Je veux qu'elles soient acteurs. Après, le résultat, c'est du foot, c'est du sport. Mais je veux qu'elles soient acteurs de leur match. Bah moi j'ai été élevé à Rigosaki. J'ai été élevé au Grand Milan des années 90 et puis modestement je dirais que c'est quelqu'un auquel je m'identifie. Il est arrivé d'un niveau amateur et il arrive au Grand Milan en étant personne quand il arrive au Milan. Et il est imposé par Berlusconi. Et les premiers mois ont été très difficiles pour Arrigo Sacchi. Et c'est le président qui a fait que il a parlé aux joueurs pour leur dire que voilà, vous n'avez pas le choix. Vous allez accepter. Et on a vu comment il a révolutionné le football italien et il l'a rendu offensif. Et le 4-4-2, bah, c'était lui. Pour moi, c'était lui. Puis j'ai continué à suivre le Milan avec ce 4-4-2 en losange. Plus tard avec la fameuse équipe de 2005 avec Pirlo, avec Kaka. Donc voilà, c'était ce losange-là. Moi, j'ai été baigné à ça. Mais si je dirais une seule personne par rapport au football d'avant, je dirais Sacchi, incontestablement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est Jürgen Klopp. Dans ce football qui est vertical, dans ce management, ce côté proximité aussi avec les joueurs, tout en étant dans le cadre. Et puis, il y a le rapport humain qui ne peut pas être géré par tout le monde, qui est une vraie qualité, qui ne s'apprend pas en formation. C'est ce ressenti que vous pouvez avoir sur des situations, sur l'humain, sur comment accompagner, comment créer ce déclic. Et on le sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui arrivent en senior. Et vous avez un fonctionnement et une approche qui est totalement différente à ce qui se faisait avant. Donc voilà, donc pour moi, c'est ce coach-là, c'est ces deux coachs-là qui m'ont vraiment, on va dire, influencé. Je vous dirais, alors, je vais répondre en deux fois. Je te dirais que si tu as les moyens de construire ton propre effectif, parce que tu as les moyens pour le faire, donc c'est toi qui vas mettre ta philosophie en place. Parce que ton recrutement, il va être adapté à ce que tu veux mettre en place. Mais si tu n'as pas les moyens, bah, tu t'adaptes. Tu t'adaptes aux joueurs. Mais maintenant, en s'adaptant, tu peux aussi mettre ton projet de jeu en place et de créer justement des leviers pour que tu puisses avoir un juste milieu, mais toujours avec la même intention. C'est-à-dire que cette intention de pouvoir que ton équipe elle soit agréable. Parce que la finalité, c'est ça en fait. La finalité, c'est de donner une identité à ton équipe et une identification en fait, des gens qui viennent au stade, il faut qu'ils puissent s'identifier à ce qu'ils vont voir. Ah, c'est ça le plus important. Si tu veux créer une culture foot chez tes supporters, chez tes suiveurs, entre guillemets,
il faut que tu leur donnes une identité. Et il faut qu'ils se retrouvent par ce qu'ils ont vu. Moi, quand j'étais petit à Alger, quand j'allais voir mon club de cœur, et que je sortais du stade, la première des choses que je voulais faire, c'est d'aller jouer au foot. Et c'est ce que je veux créer chez les gens. Et encore, je dirais plus, dans les clubs où je suis passé, chez les enfants. C'est pour ça que j'échange beaucoup avec les éducateurs de mon propre club, même si je suis entraîneur de la première. Pour moi, ce que je leur explique souvent, moi je suis pas là et vous êtes là. Non, on est tous les deux là. Voilà, on est tous les deux là. Et les joueurs, ils sont là. C'est-à-dire que on va éduquer ces joueurs, mais on va aussi leur donner une identité. Parce qu'elle se perd, cette identité, avec le temps. Et pour moi, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que je veux que les joueurs, les gamins du club, viennent le samedi voir leur équipe première et que cette équipe première leur donne l'envie d'être là peut-être demain, après-demain, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux créer. Le déclic, c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est pas possible de dissocier. C'est-à-dire que quand vous êtes là-haut, vous êtes automatiquement, si vous êtes impliqué, hein, si vous êtes investi de votre mission, vous êtes obligé de regarder ce qui se passe en bas. Si vous vous intéressez à votre club ou à votre sélection, vous ne pouvez pas être enfermé dans un bureau ou dans un objectif personnel sans savoir ce qui se passe en bas. Voilà, on est sur notre pays, en parlant de notre pays. Pour moi, c'est comme ça que je conçois la chose. C'est-à-dire que les gens qui sont là-haut, ils doivent s'intéresser à ce qui se passe en bas. C'est une obligation. Et je pense que pour que ça bouge en bas, il faut que ça soit une volonté du haut. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je conçois les choses.